On va donc s'intéresser à la situation en Ukraine ce soir dans notre débat avec notamment ces propos tenus par Vladimir Poutine cet après-midi qui évoquerait pour la première fois donc la création d'un État pro-russe dans cette partie l'est de l'Ukraine qui est soumise à d'intenses combats depuis des semaines. On va en parler avec Daniel Sheikh, bonsoir, ambassadeur d'Israël, et Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir à vous. Et puis on vous a également demandé votre avis via le site internet i24news.tv avec cette question. Ce soir, finalement, l'Occident a-t-il abandonné l'Ukraine à la Russie, en tout cas l'Est de l'Ukraine à la Russie? On va voir quelles ont été vos réponses. Julia Ganancia, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. En effet, la question que nous avons posée ce soir, c'est celle-ci. L'Occident doit-il intervenir militairement pour stopper la Russie en Ukraine? Alors, je vous propose de regarder tout de suite ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Et vous le voyez, Jean-Charles, c'est le non qui l'emporte ce soir à 62%. Une majorité des votants pense donc que l'Occident ne devrait pas intervenir par la force dans le conflit entre Kiev et Moscou. Il y en a quand même 31% qui pensent le contraire. Et puis, 7% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux et je vous laisse les découvrir tout de suite avec moi sur cet écran. Selon Patricia Amar, aucun pays ne désire se mesurer à la Russie à moins d'être prêt pour une éventuelle troisième guerre mondiale et personne n'est aussi prêt à mourir pour l'Ukraine. Un avis visiblement partagé par Mustapha Mataba qui croit que l'Occident ne veut pas affronter la Russie militairement mais que l'Europe peut s'appuyer sur des sanctions économiques. Selon lui, il faut régler le problème par la voie politique. À l'inverse, nous avons par exemple Caris Ier qui nous dit qu'il faut au contraire intervenir et que Poutine se prendra pour un héros intouchable, comptant bien sûr sur son armée et considérant qu'il a le monopole de la violence. Caris Ier ne croit donc pas que la Russie puisse affronter et tenir en échec tout l'Occident dans une confrontation militaire. Et puis enfin, nous avons Jade Lichtenberg qui nous a aussi laissé un message sur les réseaux sociaux et qui nous dit sanctions économiques, sanctions militaires, sanctions technologiques et énergétiques, mais rien n'y fait. Poutine continue de provoquer l'Ukraine sans que l'Europe ne puisse le stopper. Il ne faut donc pas avoir peur de lui et montrer enfin la force militaire de l'Union européenne, car l'Ukraine en a besoin, selon elle. Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités et je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter et puis à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Julia. Voilà donc pour ces premières indications. On va donc en parler avec vous. On ne croit pas, en tout cas personne ne semble souhaiter une confrontation militaire directe avec la Russie. L'Occident non plus. C'est pas la tendance en tout cas qui semble se dessiner ce soir, Emmanuel Navon. C'est pas la tendance, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que si on laisse Poutine faire, il y aura à cela des conséquences. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Demain, ça peut être d'autres pays limitrophes de la Russie qui appartenaient dans le passé à l'Empire soviétique, qui ont également des minorités russophones. Et on le sait, Poutine a cette politique de dire, finalement, il vient protéger les minorités russophones des pays limitrophes. Alors, c'est vrai que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et par conséquent, il n'y a pas d'obligation des membres de l'Union d'appliquer le chapitre 5 de l'Union pour défendre l'Ukraine, contrairement à d'autres pays qui seraient potentiellement menacés par la Russie, comme les pays baltes par exemple. Mais il faut bien comprendre qu'il y aura un précédent si on laisse Poutine poursuivre cette politique. Maintenant, il faut comprendre également que nous ne sommes plus dans le schéma classique de la guerre froide où il y avait des règles très claires. Il y avait une division entre les deux parties de l'Europe. Staline avait essayé à l'époque de s'emparer de tout Berlin, mais les Américains avaient organisé en 1949 le fameux pont aérien. Il avait essayé sa chance également en Corée. Là aussi, les Américains avaient été fermes. Et donc, il y avait des règles du jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas de telles règles du jeu claires. Poutine essaie de voir jusqu'où... Staline disait « je sais jusqu'où je peux aller trop loin ». Et Poutine essaie de voir vis-à-vis de l'Occident jusqu'où il peut aller trop loin.
Et donc, oui, l'Occident ne va pas risquer une guerre mondiale nucléaire pour l'Ukraine, mais il faut bien comprendre que si l'Occident reste passif, il y aura des conséquences. Ouais. Vous pensez que l'Occident va accepter, ou est-ce que ces sanctions finalement économiques sont suffisantes pour gêner la Russie, Daniel Check? Intuitivement, je pense que le précédent est déjà fait et que c'est trop tard pour le défaire. Mais il faut comprendre deux choses. La première, c'est que l'Europe est un continent gâté, un continent qui vit déjà une troisième génération de vie pacifique et qui donc, vous avez vu avec le petit sondage que vous avez fait, il n'y a vraiment aucun enthousiasme pour briser ce calme. L'Europe préfère intervenir, si déjà c'est le cas, dans des guerres lointaines, avec un petit contingent symbolique, avec beaucoup de paroles, etc. Il n'y a pas d'enthousiasme, et je peux le comprendre. Ce n'est pas avec ironie que je le dis. La paix, c'est quelque chose à laquelle on s'habitue vite et facilement. La deuxième chose, c'est que le monde occidental, depuis déjà pas mal de décennies, les relations internationales dans le monde occidental se déroulent avec une sorte de politesse élégante et il y a des règles du jeu internes. Il y a une sorte de logique interne dans le monde occidental. Arrive soudain Poutine qui ne joue pas selon ces règles, qui n'est pas élégant, qui n'est pas poli et qui essaye, comme l'a très bien dit Emmanuel Navon, pousser les limites, voir jusqu'où il peut aller. Et il se trouve qu'il peut aller assez loin. On disait la même chose il y a 2-3 ans déjà, quand c'était verbalement qu'il presque automatiquement s'opposait à n'importe quelle démarche occidentale, notamment américaine, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans d'autres zones géographiques. Et puis maintenant, il pousse les choses un peu plus loin, il intervient physiquement, militairement, et c'est une grande question, comment l'Occident, déjà, dès à présent, peut réagir pour essayer de défaire ce qui a déjà été fait. Ouais. Alors il y a des Américains aujourd'hui, des membres du Congrès qui demandent à la Maison-Blanche d'armer un peu plus l'Ukraine. Est-ce que c'est une solution à votre avis, ou est-ce que finalement les sanctions économiques peuvent avoir un impact, parce que la Russie a quand même une économie qui est fragilisée là, depuis quelque temps? D'abord, il faut bien comprendre qu'en termes d'armement, pour l'instant, il y a des forces favorables à Poutine qui agissent au sein de l'Ukraine. Donc ce n'est pas que nous sommes dans un conflit traditionnel ou un conflit entre deux armées. Il y a pour l'instant des forces au sein de l'Ukraine. Donc ce n'est pas que l'OTAN peut par exemple envoyer des forces, des tanks contre les forces fidèles à Poutine au sein de l'Ukraine. La situation est plus compliquée. Ce n'est pas une guerre symétrique traditionnelle pour l'instant en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne les sanctions économiques, il faut bien comprendre que ces sanctions, elles prennent du temps avant d'avoir de l'effet. D'abord, ça prend du temps à les adopter parce qu'au sein de l'Union européenne, il y a 28 pays membres qui doivent se mettre d'accord, il y a des divisions entre eux. Et une fois qu'ils se mettent d'accord, quand ils se mettent d'accord, cela prend du temps à ce que ces sanctions aient un véritable effet. Il y a également la dépendance européenne énergétique vis-à-vis de la Russie. Donc finalement, les Européens eux-mêmes ne sont pas tellement intéressés d'une certaine manière ou n'ont pas les véritables moyens de se couper de la Russie. Si les Européens voulaient vraiment faire mal à l'économie russe, il faudrait qu'ils cessent d'acheter le gaz naturel russe. Mais ils ne peuvent pas se permettre de faire ça du jour au lendemain. Ça prend des années pour changer complètement la structure énergétique de l'Europe. Il y a une politique en ce sens-là, mais on n'en est pas encore là. L'Europe est toujours dépendante du gaz russe. Poutine le sait. D'un autre côté, l'économie russe la Russie semble forte, mais elle est en vérité faible. Pourquoi? Parce que c'est une économie qui dépend quasiment uniquement des hydrocarbures, qui ne crée rien de véritablement productif, qui a une population qui va en vieillissant. Et donc la Russie est véritablement une économie qui peut être touchée. Les Européens et les Américains ont vraiment un leverage sur la Russie, mais ça prend du temps à mettre de telles sanctions en place. Et dernier point, l'hiver approche. L'hiver approche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Poutine, plus il va faire froid, plus il va avoir ce pouvoir sur les Européens et les Ukrainiens avec son gaz naturel. Parce qu'avec son gaz naturel, il tient finalement l'Ukraine en otage. L'Ukraine qui est en récession,
et qui va dépendre de plus en plus des contre-offres de l'Occident, mais un Occident, ou en tout cas une Union européenne, qui n'est pas véritablement dans une situation économique où elle peut faire contrepoids vis-à-vis de la Russie. Donc oui, il y a des deux côtés des dépendances mutuelles, une capacité de chaque côté à porter atteinte aux intérêts économiques de l'autre, mais ça reste quand même une situation dans laquelle aussi bien les Européens que les Russes dépendent les uns des autres, et la capacité véritablement des Européens et des Américains de porter atteinte à l'économie russe est limitée, il faut bien le reconnaître. Donc ça limite la volonté politique finalement, quand il y a ces enjeux économiques, on voit bien que les... Oui, mais disons, la responsabilité du leadership mondial est des fois de voir un peu plus loin que le bout de son nez, même si le bout du nez est très économique et très fragile et que les temps sont durs. Les temps sont durs économiquement partout et donc évidemment, certainement en Europe. Donc la motivation pour se fragiliser encore un peu plus n'est pas énorme. Mais il faut peser les choses et je pense qu'en effet, l'Union européenne pèse les choses et prend des mesures, mais déjà, il faut dire, si vous comparez l'effort international pour imposer des sanctions, même limitées sur la Russie, à l'effort précédent d'imposer des sanctions sur l'Iran, c'était infiniment plus rapide qu'avec l'Iran. Avec l'Iran, ça a pris des années et des années pour accepter le principe, notamment à cause de l'opposition russe. Ici, ça va assez vite, mais c'est par définition un processus gradué. Vous ne pouvez pas tout de suite tout imposer, d'abord parce que vous ne trouverez pas de partenaire chez vous pour l'accepter, et aussi parce que ce n'est pas la règle du jeu. Des sanctions vont en s'enforçant graduellement. Reste à l'Union européenne de décider quel sera le rythme de ces changements. Il est question donc d'une semaine de réflexion pour les membres de l'Union européenne qui vont se réunir et qui vont prendre des décisions. Il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres enjeux. L'Union européenne est en plein changement de garde dans son leadership. Ce n'est pas le moment idéal pour prendre des grandes décisions. Il y a d'autres théâtres de conflits où la Russie peut faire mal aux Américains, aux Européens. La mondialisation, elle marche dans tous les sens et dans tous les domaines. Donc il faut des fois prendre 1, 2, 3, voire 5 pas en arrière pour regarder l'image entière et de voir tous les enjeux. Alors justement, si on regarde aujourd'hui par exemple ce qu'a dit Vladimir Poutine, pourquoi finalement ne pas acter ce qui est en train peut-être de se passer sur le terrain, c'est-à-dire cet État qui serait peut-être déjà en gestation dans l'est de l'Ukraine avec une minorité ou une forte minorité pro-russe. Est-ce que finalement tout cela, la communauté internationale peut l'accepter si on décide, comme ça a été le cas pour la Crimée, là c'était une annexion, mais là ce serait différent, un État qui serait créé avec les russophones de l'est de l'Ukraine. Est-ce que ça c'est acceptable ou pas pour vous? Cela remettrait en cause tous les principes de base du droit international. C'est-à-dire que si on accepte qu'un pays annexe par la force un autre pays, simplement parce qu'il est plus faible, alors tout notre système international tel qu'il a été bâti à la suite de la Seconde Guerre mondiale s'effondre complètement. C'est la raison pour laquelle on parlait à l'époque de nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, à la fin de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique de l'époque ne s'était pas opposée à la force internationale qui était allée libérer le Koweït de l'Irak. Même chose en 1950, lorsque les Nations Unies sont allées se battre contre l'invasion de la Corée du Sud par le Nord. Si on revient sur le principe de la souveraineté et de l'inviolabilité des frontières, alors où va-t-on? Et c'est là qu'il y a un précédent, comme je dirais tout à l'heure, qui peut être très grave et très dangereux. Alors, comme je l'ai dit, durant la guerre froide, il y avait des règles du jeu qui étaient plus claires. C'est vrai que l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, mais elle a fini par le quitter. Il y avait des règles du jeu plus claires. Aujourd'hui, il n'y a plus ces règles du jeu et Poutine essaie de tester les Occidentaux. Et c'est là que je dis que les Occidentaux doivent prendre une décision. Ils ont l'occasion de le faire d'ailleurs, parce que dans 4 jours, il va y avoir le sommet de l'OTAN au Pays de Galles. Et cela va être l'occasion effectivement pour comprendre, essayer de voir quel est le rôle de l'OTAN. Alors jusqu'à présent, l'OTAN se posait presque la question quel était son rôle dans le monde. Maintenant c'est très clair, Poutine a donné la réponse très clairement. L'OTAN revient à son rôle d'antan.
Mais si, encore une fois, si l'OTAN ne prend pas des décisions claires, alors l'ordre mondial est remis en question. Parce que la Russie, évidemment, a son droit de veto au Conseil de sécurité. Elle ne va pas voter contre elle-même pour ne pas envahir l'Ukraine. Et dernier point, n'oubliez pas qu'en 2006, l'Ukraine avait fait une demande pour devenir membre de l'OTAN. Et à l'époque, les États-Unis et l'Europe avaient dit on ne veut pas froisser la Russie, alors on va laisser ça de ce côté. On voit le résultat aujourd'hui. Si aujourd'hui l'Ukraine était membre de l'OTAN, Poutine ne mettrait pas un pied en Ukraine. Ouais, vous êtes d'accord? Vous pensez que ça aurait pu changer la donne si... Je ne sais pas, les pronostics qui commencent avec si sont difficiles, mais je pense qu'il n'est pas question d'accepter ouvertement la démarche russe en Ukraine. Mais il y a 1001 moyens de l'accepter tacitement, ne serait-ce qu'en limitant la réaction, en protestant, etc. Mais je vois mal comment cette chose va se terminer avec une véritable confrontation Est-Ouest comme elle existait avant. Il faudra attendre et voir comment sont les décisions prises dans l'Union européenne, et puis on verra. Merci Daniel Sheikh, merci Emmanuel Navon. Dans un instant, je recevrai Chaim Ramon, ancien vice-premier ministre israélien. Restez avec nous, à tout de suite.